quelle jolie promenade avec Marie. Bonjour à tous, il suffit d'un coup de vent d'Est pour qu'apparaisse volant au-dessus de Londres avec son parapluie, une nounou pas comme les autres, Mary Poppins. Héroïne du film éponyme de Disney sorti en 1964, a bercé l'enfance de millions de spectateurs. Mêlant prise de vue réelle et animation, chansons entraînantes et magie poétique, Mary Poppins est bien plus qu'une simple comédie musicale. C'est une expérience immersive qui transporte petits et grands dans un univers où l'imagination règne. Because I was afraid to speak when I was just a lad. Me father gave me nose a trick and told me I was bad. But then one day I learned a word that sent me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always have precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Comment ce film pratiquement parfait en tout point a-t-il vu le jour? Des premiers chapitres écrits par Pamela Travers au plateau des studios Disney, en passant par les défis techniques et artistiques du tournage, plongeant dans l'histoire fascinante de la création de Mary Poppins. Le voyage au cœur de ce classique intemporel commence maintenant. Alors ce film a bercé toute mon enfance, c'est un de mes films préférés, avec un autre qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, je vous laisse la surprise. Mais alors de quoi parle Mary Poppins? On va faire un petit résumé rapide. Dans le Londres du début du XXe siècle, aux 17 allées des Cerisiers, la famille Banks cherche désespérément une nouvelle gouvernante pour s'occuper de Jane et Michael, deux enfants aussi charmants que turbulents. C'est alors qu'un jour, poussés par le vent et les nuages, Mary Poppins atterrit sur le pas de leur porte. Nounou mystérieuse, au regard malicieux, Mary Poppins, incarnée par la magnifique Julie Andrews, va transformer le quotidien des enfants par des pouvoirs magiques et son esprit joyeux. D'un claquement de doigts, ranger sa chambre devient un jeu d'enfant, et une promenade au parc se mue en odyssée fantastique à l'intérieur d'un dessin à la craie. Accompagné par son ami Bert, qui est interprété par le magnifique Dick Van Dyke, acteur que j'adore, qui est dans plusieurs films Disney, c'est un aimable ramoneur et musicien de rue qui entraîne Mary, Jane et Michael dans des aventures extraordinaire. Par exemple, vous verrez qu'ils prennent le thé en lévitation au plafond chez l'oncle Albert. C'est une scène absolument géniale. Une course aux chevaux endiablée dans un univers pastel animé ou encore une danse effrénée sur les toits de Londres en compagnie d'une troupe de ramoneurs chantant Chim Chimini. Cependant, toute féerie a son revers. Monsieur Banks, interprété par David Tomlinson, le père des enfants, banquier sérieux et débordé, désapprouve les excentricités de Mary Poppins, tandis que sa femme, Winifred, suffragette distraite, milite pour le droit et le vote des femmes. Lui ne rêve que de discipline et de respectabilité au foyer. Mary Poppins sera pourtant toucher le cœur de cet homme rigide, avec une catastrophe déclenchée par les enfants à la banque, un malentendu qui coûte temporairement son emploi à Monsieur Banks. Celui-ci réalise l'importance de sa famille et de la joie simple partagée avec ses enfants. Grâce à Mary Poppins, les Banks se rapprochent. Le père apprend à faire voler un cerf-volant avec Jane et Michael, scellant leur amitié et leur complicité retrouvée. Ayant accompli sa mission en réconciliant sa famille, Mary Poppins s'envole alors vers de nouveaux horizons, portée par son parapluie parlant et le vent qui tourne, laissant derrière elle les Banks, désormais heureux et unis. L'histoire se referme comme elle a commencé, dans le souffle du merveilleux, avec un au revoir discret de la nounou enchantée qui aura changé leur vie. Mais alors, comment est né ce magnifique film? L'histoire de la jeunesse de Mary Poppins commence des décennies avant sa sortie, dans l'imagination de l'écrivaine australienne Pamela Travers. Dès 1934, Travers publie Mary Poppins, premier d'une série de 8 romans inspirés en partie de son enfance douloureuse et son besoin d'évasion fantastique. Ces livres connaissent un grand succès en Angleterre et captivent bientôt les filles de Walt Disney lui-même. Selon la légende familiale, Walt découvre les aventures de Mary Poppins par ses enfants dans les années 1940 et promet alors de porter à l'écran les histoires de la nounou magique. Il ne se doute pas que cette promesse allait mettre près de 20 ans à se réaliser. Walt a beau promettre une version en prise de vue réelle, rien n'y fait. Travers accepte bien un temps une offre en 1946 avant de se rétracter, mécontente d'avoir aucun contrôle sur le scénario. Pendant les 17 années qui suivent, Walt et son frère Roy reviennent à la charge à plusieurs reprises, jusqu'à offrir la somme colossale, en tout cas pour l'époque, de 750 000 $, plus un pourcentage sur les recettes. Ce n'est qu'à la fin des années 50 que Pamela Travers, en proie à des difficultés financières et personnelles, finit par céder.
En 1959, lors d'une visite à Londres, Walt Disney décide de rencontrer l'autrice en personne pour jouer son charme et de la convaincre. La stratégie porte ses fruits. Après cette entrevue décisive, Disney obtient enfin les droits de Mary Poppins. Toutefois, Pamela Travers n'a accepté qu'à des conditions très strictes. Le contrat signé en 1960 stipule qu'elle aura un droit de regard sur l'adaptation, elle pourra choisir l'actrice principale et valider le scénario, une exigence sans précédent dans l'histoire des studios Disney. Walt, déterminé à tenir la promesse faite à ses filles, tout en sachant qu'il tient là un futur triomphe, est prêt à composer avec l'autrice. Il engage alors d'excellents scénaristes, Donda Grady, Bill Walsh et les talentueux frères Sherman, Richard et Robert de leur prénom, pour imaginer des chansons originales et magnifiques. Travers est invité à participer au développement du script à Los Angeles. C'est le début d'une collaboration orageuse. No, that we cannot have. That would be quite un-English. Basically what we want to do here is use pretty much what you have in the book. Yes. Now, I want this tape measure to be used because it was a tape measure that my mother had when she was a little girl. And I think it would be very nice. At the end of the course, Read me all that now. we Read are it. No, you read You it. want to bear us. No, you want to laugh at it. Torture. Now go on, at the end of the chorus. Adapter Mary Poppins du papier à l'écran fut un véritable parcours du combattant créatif. Pamela Travers, figure autoritaire et intransigeante, s'oppose à de nombreux choix de Disney pendant la pré-production. Elle n'apprécie guère l'orientation musicale du film et déteste les séquences animées, en particulier les adorables pingouins qui dansent avec Bert. Elle ne supporte pas ça. Chaque élément semble sujet à caution pour l'autrice. Elle va jusqu'à protester contre l'usage de la couleur rouge dans le film. Quant au casting, Travers désapprouve initialement les choix de Walt Disney. Elle aurait préféré que le rôle de Bert revienne à un acteur britannique de renom comme Laurence Olivier ou Richard Burton, plutôt qu'à Dick Van Dyke, un Américain connu pour ses talents comiques à la télévision. Même Julie Andrews, pourtant anglaise, n'avait pas sa pleine approbation au départ. Le ton trop chaleureux du personnage de Mary, à l'écran, jusqu'au moindre détail du scénario, fait l'objet de débats douloureux entre Walt et elle. Mais face à ces critiques incessantes, Walt Disney garde le cap sur sa vision de Mary Poppins. Il comprend que Travers voit dans Mary une extension d'elle-même et craint de voir son œuvre trahie. Patiemment mais fermement, l'oncle Walt déploie tout un arsenal d'arguments pour la rassurer. Pendant 2 semaines de sessions de travail intenses, scénariste, compositeur, Disney lui-même tente de convaincre l'autrice du bien fondé de leurs idées. Travers finit par faire même quelques concessions. Elle valide notamment le choix de Julie Andrews, jeune étoile de la scène britannique, pour incarner Mary Poppins, et accepte plusieurs des chansons écrites par les frères Sherman. Cependant, de son propre aveu, Pamela Travers ne sera jamais pleinement satisfaite du résultat final. Disney, prudent, n'ira même pas jusqu'à l'inviter à la grande première hollywoodienne, de peur qu'elle ne provoque un scandale. En effet, lors de la projection londonienne du film, l'autrice exigea en vain que Disney coupe la séquence animée, ce à quoi il aurait répondu avec ironie « Le ship, le navire, est déjà parti, c'est trop tard », entérinant définitivement sa victoire artistique sur la créatrice du personnage de Mary Poppins. Et après toutes ces aventures, comment s'est passé le tournage? Malgré les tensions en amont, le tournage de Mary Poppins va être un terrain d'innovation et de créativité jubilatoire pour les studios Disney. Commencé à l'été 1963 et entièrement réalisé en Californie dans les studios de Burbank, aucune scène n'a été filmée à Londres, le film mobilise les techniques de pointe pour l'époque. L'univers victorien de Cherry Tree Lane, l'allée des cerisiers, a été recréé en studio grâce à des décors fastidieusement détaillés et surtout grâce au travail du peintre Peter Ellenshaw. Ce dernier réalise pas moins de 100 peintures sur verre, qu'on appelle en anglais les matte paintings, pour figurer les panoramas de la ville de Londres depuis le décor. Son Londres peint est volontairement légèrement flou et pastel, baigné d'un voile de rêve, ce qui accentue l'aspect conte de fées et un visuel féerique du film. Parmi ses trouvailles, Ellenshaw intègre de minuscules lumières dans les toiles de fond de la ville, afin que les fenêtres s'illuminent progressivement à la nuit tombée, conférant une authenticité magique à la skyline londonienne du film. Parallèlement, l'équipe des effets spéciaux de Disney repousse les limites pour l'époque pour donner vie au pouvoir de Mary Poppins. Faire voler une actrice avec son parapluie au bout du doigt,
la faire disparaître dans un nuage de fumée, dans une cheminée, ou encore la montrer en train de danser avec des pingouins en dessin animé, tout cela nécessite des trésors d'ingéniosité technique. L'une des inventions majeures employées est le procédé d'écran au sodium, mis au point par l'ingénieur Pedro Valos et perfectionné par le légendaire animateur Disney Hub Iwerks. J'espère que j'ai bien prononcé. Ce procédé d'incrustation révolutionnaire, ancêtre du fond vert, permet de filmer les acteurs devant un écran blanc éclairé à la lumière du sodium, puis de remplacer ce fond par des décors ou des animations dessinées. Grâce à cette technique, récompensée par un Oscar d'ailleurs en 1965, Julie Andrews, Dick Van Dyke peuvent évoluer dans le même cadre que des personnages animés, comme ces fameux pingouins garçons de café, avec une précision alors inédite. Le mélange live-action et du dessin animé, imaginé dès les premières réunions créatives, devient une réalité à l'écran, émerveillant le public. Mary Poppins remporta d'ailleurs l'Oscar des meilleurs effets visuels pour cet accomplissement extraordinaire. Moi, je lui aurais donné carrément l'Oscar du meilleur film. Je sais pas ce que vous en pensez. Et le tournage n'est pas qu'une affaire de technique, c'est aussi une aventure humaine, jalonnée d'anecdotes savoureuses. L'alchimie entre Julie Andrews et Dick Van Dyke illumine le plateau. D'ailleurs, ça se voit à l'écran. Andrews, pour qui c'est le premier rôle au cinéma, fait preuve d'un professionnalisme exemplaire teinté de malice. On raconte qu'elle amusait les enfants acteurs entre les prises en leur racontant des petites histoires. Dick Van Dyke, lui, improvise volontiers des pitreries pour faire rire l'équipe, y compris lorsque les caméras ne tournent pas. Il tient absolument à pousser son talent de comique jusqu'au bout. Ainsi, en plus de Bert, Van Dyke insiste pour jouer le rôle du vieux banquier, Monsieur Dowes. Affublé d'une longue barbe blanche, les producteurs sont sceptiques et rechignent de lui confier ce deuxième rôle de caméo. Qu'à cela ne tienne, l'acteur ira jusqu'à payer 4 000 $ de sa poche pour convaincre Walt Disney de le laisser incarner ce personnage, en plus de Bert. Et oui, c'est un peu inédit, hein. Sa performance du banquier grabataire, méconnaissable sous le maquillage, deviendra l'un des gags mémorables du film. N'oublions pas sa chute hilarante dans la scène finale de la banque. Tout n'est pas supercalifragilisticexpialidocious, j'arrive jamais à le dire. Et si vous le dites à l'envers, ça vous donne docius, aliexplistique, fragile, super. Mais c'est tout de même aller un peu loin. Durant la production pour autant, Dick Van Dyke rencontre par exemple un léger écueil. Son accent, l'accent populaire londonien, qu'il tente de prendre pour son personnage Bert, est loin d'être convaincant pour les spectateurs britanniques. Au fil des années, ce faux accent anglais est même devenu un sujet de plaisanterie récurrent, étant classé 2e pire accent du cinéma dans un sondage du magazine Empire. Aujourd'hui, l'intéressé en rit volontiers, en avouant que son coach vocal était irlandais, ce qui n'avait pas aidé à son authenticité. Malgré ce léger faux pas, qui n'entache en rien la performance généreuse de l'acteur, Van Dyke reste dans le cœur du public le joyeux ramoneur dansant avec des manchots. Parmi les autres défis, citons la coordination complexe des danseurs et des effets pratiques pour la séquence iconique sur les toits. Salut, 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 salut. Des dizaines de ramoneurs enchaînent claquettes et sauts périlleux avec Marie et Bert, le tout sur des toits en pente reconstitués en studio, nécessitant harnais de sécurité et une synchronisation millimétrée. Le résultat à l'écran est explosif, entraînant, témoigne de l'excellence des chorégraphies et de la réalisation de Robert Stevenson, le réalisateur du film. En fin de compte, malgré quelques tensions initiales et de longues mises au point techniques, le tournage de Mary Poppins s'achève dans la bonne humeur à l'été 1964. Walt Disney veille personnellement sur le montage et la post-production. Walt organise alors une avant-première absolument grandiose au Grauman Chinese Theatre de Los Angeles en août 1964, où Mickey Mouse et les pingouins de Mary Poppins accueillent les invités en fanfare. Le public s'apprête à découvrir une œuvre qui marquera profondément l'histoire de la comédie musicale à tout jamais. Le succès de Mary Poppins doit énormément à cette distribution brillante menée par des acteurs au charme inégalé qui donnent vie aux personnages avec cœur et malice. Julie Andrews est Mary Poppins à seulement 28 ans. Cette chanteuse et actrice de théâtre fait ici ses débuts fracassants au cinéma. Walt Disney l'a remarqué alors qu'elle triomphait sur scène dans la comédie musicale Camelot à Broadway. Séduit par sa voix cristalline et son élégance teintée d'humour, il lui offre le rôle. Mais Julie est alors enceinte de son premier enfant et hésite à accepter. Disney, convaincu d'avoir trouvé la Mary Poppins idéale, promet d'attendre sa disponibilité. Walt, fidèle à sa parole, il diffère la production de quelques mois, le temps que l'actrice donne naissance à sa fille Emma, puis l'accueille en Californie avec son mari, le scénographe Tony Walton. Dick Van Dyke prête ses traits à Bert, l'ami fidèle aux multiples métiers, artiste de rue,
Ramoneur, homme orchestre ambulant, star de la télévision américaine grâce au Dick Van Dyke Show, il apporte à Bert une énergie débordante et une fantaisie communicative. Danseur émérite, Van Dyke électrise l'écran dans chaque numéro musical, que ce soit en claquant des pieds, sur les toits de Londres, ou en exécutant des pas endiablés avec des pingouins animés. Son sourire contagieux et sa bienveillance naturelle font de Bert le parfait compagnon d'aventure de Mary. Van Dyke apporte ainsi une touche burlesque supplémentaire à Mary Poppins et son investissement total dans son rôle dans le projet a beaucoup contribué à son ambiance joyeuse. David Tomlinson, qui incarne George Banks, le père absorbé par son travail qui réapprend à être papa, acteur britannique chevronné, donne à M. Banks une dimension à la fois comique et émouvante. D'abord gardé, sous sa moustache fière, il déclame son quotidien réglé à la seconde dans la chanson The Life I Lead, avec un humour pince sans rire délicieux, qui laisse transparaître la vulnérabilité et le bon cœur de ce père dépassé par des responsabilités qui finissent par l'étouffer. La fameuse scène où M. Banks traverse Londres la nuit pour affronter ses patrons de la banque est une scène très émouvante et qui apporte énormément au film. Et dans les coulisses, il a prêté sa voix à d'autres personnages du film, des personnages animés, dont le perroquet, qui est au bout du parapluie de Mary Poppins. Son interprétation de Monsieur Banks restera comme celle d'un homme recouvrant les joies simples de la vie de famille grâce à Mary Poppins. Et il ne faut pas oublier l'actrice Glynis Jones, charmante et espiègle, qui campe l'épouse Banks. Et bien sûr, on n'oubliera pas les deux jeunes enfants, Karen Daughtris et Matthew Garber, adorables interprètes de Jane et Michael Banks. Alors qu'en est-il? Est-ce que la critique a aimé? Le 27 août 1964, Mary Poppins sort en salle aux États-Unis et c'est immédiatement un triomphe retentissant. Le film est accueilli par le public comme aucun autre film auparavant. Au box-office, Mary Poppins pulvérise des records. Aux États-Unis, il se hisse en tête des recettes de l'année 1965, devenant le film numéro 1 du classement annuel. À l'international, le succès est tout aussi immense. On estime que le film a rapporté entre 30 et 45 millions de dollars en seulement quelques années. Ces chiffres sont colossaux, il faut le savoir pour l'époque. C'est l'un des plus grands succès financiers de l'histoire des studios Disney jusqu'alors. Selon certains analystes, sans Mary Poppins, Disney n'aurait peut-être pas eu les fonds pour construire son second parc Disneyland. Le film attire aussi un public d'adultes, bien au-delà du cercle familial traditionnel de Disney. Preuve que la qualité du scénario et le charme nostalgique opèrent avec toutes les générations. Sur le plan des récompenses, Mary Poppins entre dans la légende. En 1965, il récolte 13 nominations aux Oscars. C'est un exploit inouï, c'est un record absolu pour un film Disney et pour toute la comédie musicale à l'époque. Walt Disney obtient même une nomination à l'Oscar du meilleur film. Une première pour lui, parce que jusqu'à présent, il n'avait été honoré qu'avec des Oscars d'honneur ou des Oscars pour ses dessins animés. Avant tout, Mary Poppins a ouvert la voie d'autres films mêlant musique, fantastique, live-action chez Disney. Sans Mary Poppins, pas d'Apprentie sorcière, qui reprendra la recette du mélange prise de vue réelle et animation, ni peut-être renaissance du film musical plus tard. Le succès du film a conforté Disney dans l'idée que le public aimait les comédies musicales optimistes. Une influence que l'on ressent jusqu'au film d'animation Disney des décennies plus tard. Les créateurs de La Belle et la Bête ou de La Reine des Neiges citent volontiers Mary Poppins parmi leurs références. Walt Disney en personne considérait Mary Poppins comme l'un de ses plus grands accomplissements. Il avait notamment une affection particulière pour la chanson Feed the Bird, nourrit les petits oiseaux, la berceuse mélancolique du film, qu'il demandait souvent au frère Sherman de lui rejouer le vendredi après-midi dans son bureau. Cette anecdote témoigne de l'émotion sincère que le film a su provoquer, même chez son propre créateur. Sur le plan des comédies musicales scéniques, Mary Poppins a également eu une seconde vie triomphale. Il a fallu attendre plus de 40 ans, mais en 2004, la nanny volant au parapluie a fait ses débuts sur les planches du West End londonien. La comédie musicale Mary Poppins s'est jouée à guichet fermé à Londres, puis a conquis Broadway en 2006. Depuis, le spectacle a été monté dans plus de 15 pays. En 2013, Disney a lui-même revisité la genèse du film au cinéma à travers le merveilleux film Dans l'ombre de Marie. Le vent est à l'est. La brume se lève. Quelque chose se prépare et arrivera tôt ou tard. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Los Angeles. Je vous présente la créatrice de notre bien-aimée Marie.
Poppins ne jamais se contenter de Marie. Et où se trouve Monsieur Disney? Vous voilà. Tout l'honneur est pour moi, Monsieur Oh, Disney. Walt, voyons, il faut m'appeler Walt. Voilà, bien, commençons, je vous prie. Venez pour Elle a énormément d'idées. Quel genre d'idée? Gendarme et Responsable. Alors, qu'est-ce Non, que non, vous non, en non. dites? Responsable, ce mot n'existe pas. On l'a inventé ensemble. Eh bien, désinventez-le. La maison des banques, c'est pas du tout comme ça, tout est à revoir. Tout est à revoir. Arrêtez, je ne vous laisserai pas en faire un de vos stupides dessins animés. Dit la femme qui envoie une nounou volante au parapluie parlant sauver des enfants. Vous croyez que Mary Poppins est venue sauver les enfants? Juste ciel. Madame Travers, qu'est-ce qui m'a échappé? Mary Poppins et les Banks sont comme ma famille. Mary Poppins a réellement existé? Alors ce ne sont pas les enfants qu'elle est venue sauver, c'est leur père. C'est votre père. Vous ne savez pas ce qu'elle représente pour moi. Vous ne serez pas déçus. N'avez-vous pas envie d'écrire la fin de l'histoire? Un long métrage dramatique relatant la confrontation entre Walt, joué par Tom Hanks, et Madame Travers, joué par Emma Thompson. Film absolument exceptionnel, un de mes films favoris aussi, que vous devez regarder absolument. Et il faut savoir que Mary Poppins est reconnue officiellement comme un trésor du patrimoine cinématographique. Le film a été sélectionné en 2013 pour être conservé au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain en raison de son importance. Et Mary Poppins a eu droit à une suite au cinéma, on en parlera un peu plus tard, film qui prouve que Mary Poppins a encore du charisme et qui a permis aux nouvelles générations de la découvrir, film que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas au même niveau mais qui est quand même très réussi je trouve, on en parlera peut-être plus tard. Je ne sais même pas pourquoi on a gardé toutes ces vieilleries. Tu ne te souviens pas de ce cerf-volant? On adorait le faire voler avec père et mère. Il y a longtemps que c'est derrière moi. Ça, c'est vraiment pas croyable. Je joue au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. Marie, Poppins, vous revoilà. et vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il? On ne doit jamais évoquer l'âge d'une demoiselle, Michael. N'avez-vous pas retenu mes leçons?